Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 1 consacrée aux révisions de la grammaire de l'anglais de base. Comme c'est la première vidéo, je vais vous faire quelques rappels rapides avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle en premier lieu que ces vidéos vont passer en revue les points principaux de la grammaire de l'anglais que vous auriez dû voir, comprendre et retenir au cours de votre scolarité depuis la 6e jusqu'à la terminale. Le cours que je fais là, c'est donc un cours de bilan. On va revoir des choses ensemble. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'anglais, ce sera une bonne manière de revoir les bases. Maintenant que vous êtes grand et fort et que votre cerveau est complètement développé et fonctionnel, ce qui n'était pas forcément le cas en 6e ou en 5e, voilà. Inversement, si vous pensez être moyen ou moyennement bon en anglais, ce sera l'occasion d'approfondir les choses ou en tout cas de les voir présentées de manière, j'espère, synthétique. Et si vous êtes bon, voire très bon en anglais, tant mieux, ça va être facile pour vous. Même si vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre 2 ou 3 choses au passage, parce que chaque enseignant a sa manière de présenter les cours, avec ses propres anecdotes, ses propres points de vue, sa manière de penser ou de ne pas penser. Donc voilà, vous allez être confronté à une nouvelle méthode, la mienne. Pour résumer, en gros, dans ces vidéos, on va revoir l'essentiel du programme du collège et du lycée. Et ça, pour être tout à fait honnête, c'est pas très compliqué normalement. Il suffit d'apprendre. Et est-ce que vous avez envie d'apprendre ? Point d'interrogation. Mais pour ne pas ennuyer celles et ceux qui sont, ou en tout cas qui pensent être bons en anglais, je caserai de temps en temps des éléments un peu plus subtils, de vraie linguistique, celle qu'on enseigne aux spécialistes de l'anglais et jusqu'à l'agrégation d'anglais. Comme ça, vous pourrez aller plus loin si ça vous fait plaisir. Tout en sachant que, rassurez-vous, vous pourrez réussir à ce semestre sans connaître toutes ces subtilités. Bref, ce sera ma méthode et soit vous aimez et tant mieux, et soit vous n'aimez pas et tant pis du coup, j'imagine. Deuxième chose, cette vidéo hebdomadaire de grammaire, c'est que la première partie du cours. La deuxième partie du cours, c'est la liste de vocabulaire que vous devez apprendre chaque semaine. Oui, toutes les semaines, je le rappelle, il y aura une liste de mots à apprendre par cœur, une liste de mots qui me paraissent essentiels pour bien maîtriser l'anglais et donc que vous devez apprendre. Troisièmement, la troisième partie du cours, c'est les exercices d'entraînement que vous ferez afin de vous préparer au QCM d'évaluation de la semaine. Donc vous allez sur le QCM d'entraînement, vous préparez autant que vous voulez, vous lisez mes corrections automatiques quand j'en ai mis, et ça vous prépare à la suite, à savoir au QCM noté, et ça m'emmène à mon 4e et dernier point. Une fois que vous aurez fini de regarder la vidéo, appris votre vocabulaire, fait le QCM d'entraînement, vous allez faire le QCM noté, et vous trouverez évidemment tout ça sur Moodle. Ce QCM noté, ce QCM d'évaluation, vous devez le faire cette semaine. Impérativement. Une fois que la date limite est dépassée, vous aurez automatiquement un 0. Donc n'oubliez pas de le faire pendant la semaine qui suit la publication de chaque vidéo. Et ce sera pareil toutes les semaines. Je vous rappelle qu'en plus de ces petites notes de QCM que vous allez avoir, il y aura une grosse évaluation au milieu du semestre et une grosse évaluation à la fin du semestre. Donc si, je dis ça à tout hasard, si vous avez triché au QCM noté, parce que vous faites ça de chez vous, et que vous ne cherchez pas à apprendre votre vocabulaire et votre grammaire régulièrement, ça va être un petit peu compliqué pour vous de réussir aux grosses évaluations. Dernier truc, et après on passe aux choses sérieuses promis, ne regardez pas cette vidéo comme vous regardez une vidéo YouTube traditionnelle. Prenez des notes quand je dis quelque chose que vous ne savez pas, n'hésitez pas à mettre en pause, à revenir en arrière, etc. etc., etc. Voilà, c'était l'introduction, maintenant on passe à la vidéo à proprement parler. Have fun! Aujourd'hui, on va donc parler du présent en anglais. Pourquoi j'ai choisi de commencer par ça ? Déjà parce que globalement, c'est le premier cours que vous avez eu en 6e. Mais bon, c'est pas une vraie raison. Déjà, je voulais commencer par parler des verbes. En gros, le verbe, c'est le cœur d'une phrase. Si vous enlevez le verbe, la phrase n'a plus réellement de sens, souvent. D'ailleurs, je vais vous le prouver en répétant ce que je viens de dire, tout en éliminant tous les verbes. Voilà, ça donne ça. D'ailleurs, je vous le pense que tout en tous les verbes. Vous avez vu, on comprend moins bien quand même. Bref, donc les verbes. Et pourquoi le présent ? Parce que c'est la base. Parce que c'est le plus usité, utilisé de tous les temps, dans la vie de tous les jours, mais aussi à l'écrit, parce que c'est relativement simple si on reste en surface, et parce que ça aide à comprendre comment les anglophones réfléchissent ou pensent leur langue, plus ou moins consciemment d'ailleurs. De toute façon, la construction des temps en anglais, elle est pas si compliquée que ça. La difficulté de l'anglais, en vrai, elle est ailleurs, dans la prononciation, dans les exceptions, tout ce que vous voulez. Personnellement, je pense que l'anglais est une langue assez difficile à maîtriser, si on veut vraiment bien parler anglais. Mais je pense aussi que la difficulté n'est pas dans la manière de créer des phrases et dans la grammaire à proprement parler. Je sens que vous voulez une preuve et je vous la donne. En anglais, il n'y a que 2 temps, le passé
et le présent. Et voici la liste des temps en français, juste pour comparaison. Alors là, devant votre écran, normalement, vous êtes en train de vous énerver et de vous dire « Qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi, il est nul, il sait pas de quoi il parle. » Bon, en vrai, je sais de quoi je parle. En anglais, il n'y a que deux temps, le passé et le présent. Maintenant, il y a une subtilité et cette subtilité, elle s'appelle l'aspect. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce concept, je vous propose de porter plainte contre l'intégralité de vos enseignants d'anglais du collège et surtout du lycée, ou alors de porter plainte contre vous-même parce que c'est peut-être vous qui n'avez pas écouté. Il y a le verbe qui a un sens, par exemple manger, le temps qui dit si ça se passe au passé ou au présent, et l'aspect donc qui donne la façon dont on voit l'action. Alors dit comme ça, je suis d'accord, c'est un peu flou, mais on va détailler tout au long du semestre. Ce que vous allez retenir pour l'instant, c'est que cet aspect est exprimé sur la forme du verbe et qu'il y a trois formes d'aspect. L'aspect simple, l'aspect be plus ing et l'aspect have en. Alors ça y est, j'en ai déjà perdu la moitié qui trouve que je suis trop théorique et vous avez probablement raison. Promis, on passe à la pratique dans 2 secondes, dans 2 minutes. Je vais résumer tout ce que vous devez savoir sur les temps et sur l'aspect en anglais pour le moment. En anglais, il y a 2 temps, le présent et le passé, et à ce présent ou ce passé, on applique des aspects. L'aspect simple, au présent, ça donne le présent simple. Et au passé, c'est ce qu'on appelle le prétérit simple. Ok, on verra ça une autre fois. On peut mettre aussi la forme be plus ing au présent, et ça fait le présent be plus ing, et au passé, le prétérit be plus ing. Jusque-là, ça paraît assez logique. On peut aussi utiliser l'aspect have en, qui a un autre sens, une autre coloration, et on verra laquelle plus tard. Au présent, ça donne le present perfect, et au passé, ça donne le past perfect. Et on peut même s'amuser à mettre 2 aspects à la fois. Et les anglophones le font sans s'en rendre compte. C'est naturel, c'est pas juste pour vous torturer, vous les étudiants français ou francophones. Donc on utilise la forme have en, combinée à la forme be plus ing, ça existe. Ça donne le present perfect be plus ing, ou le past perfect be plus ing. Et ça, je le redis dans les autres vidéos. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser à ces deux-là, le présent simple et le présent be plus ing, et je commence tout de suite par le présent simple. Bien, alors déjà, avant de savoir à quoi ça sert et dans quelles circonstances on l'utilise, comment est-ce qu'on construit le présent simple en anglais? Vous le savez déjà, mais je vous le redis quand même, parce que j'enseigne l'anglais depuis 2000. Et tous les ans, je vois les mêmes erreurs, de base, et ça commence à me rendre complètement fou. D'autant plus que ce présent simple, il est vraiment simple, mais genre vraiment. Voici donc les pronoms personnels équivalents à je, tu, elle, il, nous, vous, elle, il. Normalement, vous les connaissez. Ne commencez pas à me dire que vous les connaissez pas, vous les connaissez. Prenons un verbe comme, je sais pas moi... comme deliver. Au présent simple, ça donne I deliver, you deliver, she ou he ou it delivers, we deliver, you deliver, they deliver. Voilà. Il y a juste à se rappeler qu'il faut mettre un S à la 3e personne du singulier. Juste ça. Vraiment, il n'y a que ça à se rappeler. Il n'y a pas de piège. Et pourtant, je passe ma vie à corriger ça dans les copies de mes étudiants, qui oublient le S à la 3e personne du singulier. Pourquoi? Ça rend fou. Bref, et ça marche avec tous les verbes. Par exemple avec play, ignore, preserve, pass. Alors ok, il y a quelques micro-trucs à savoir en plus. Quand le verbe finit par S, CH, SH, X, on rajoute un E, et c'est logique, sinon ça devient imprononçable. He passes, ça devient he passes. He finishes, ça devient he finishes. Autre chose, quand le verbe finit par Y, le Y se transforme en IE. She flies s'écrira she flies comme ça. Enfin, un dernier mini-truc à savoir, pour les verbes qui finissent en O, on rajoute un E aussi. Par exemple avec go, I go, you go, she goes, we go, you go, they go. Mais franchement, ça va comme niveau de difficulté, non? À titre de comparaison, je vous propose de jeter un œil au français avec le même verbe go, qui veut dire aller. Au présent, ça donne je vais. Alors pourquoi déjà je vais alors que c'est le verbe aller? On devrait dire j'alle. Bon, on dit je vais. Tu vas, il va, ok? Nous allons, pourquoi on revient au verbe aller du coup? Je sais pas. Nous allons, vous allez, et enfin ils vont. C'est incroyable quand même. Vous imaginez ce que les étrangers doivent apprendre rien que pour dire le verbe aller au présent. Et il y a des difficultés pour tous les verbes. En anglais, on doit juste mettre un S à la 3e personne du singulier, éventuellement ES. Je crois que ça va. Alors pourquoi je passe mon temps à corriger cette erreur dans les copies? Je sais pas, à vous de me le dire. Bon, ça c'était pour la forme affirmative, mais vous savez que chaque verbe peut se mettre à 3 formes, affirmative, négative ou interrogative. On va voir comment on les construit au présent simple, et après, promis, je vous dis à quoi ça sert le présent simple en anglais. Rappel à quoi ça sert le présent simple en anglais. Prenons un verbe genre begin,
qui signifie commencer, si jamais vous ne le saviez pas. À la forme affirmative, pas de surprise, ça donne I begin, you begin, he begins, we begin, you begin, they begin. Si on veut dire l'inverse, je ne commence pas, certains d'entre vous seront tentés de caser un not derrière, genre I begin not. Ça, c'est pas possible. Et là, vous allez me dire, monsieur, comment ça se fait alors qu'on puisse dire I have not ou alors I am not? Ça se dit ça, I have not et I am not? Alors oui, ça se dit. Parce que la négation, le not, ne peut s'utiliser que sur un auxiliaire et pas sur un verbe normal. Et justement, pour mettre la négation sur le verbe au présent simple, on a besoin d'ajouter un auxiliaire. En l'occurrence, ici, l'auxiliaire do suivi de not pour le mettre au négatif. Du coup, ça donne I do not begin, plus communément prononcé et écrit I don't begin. Ça, c'est anglais. Et j'en vois 2 ou 3 dans le fond qui savent pas la différence entre un auxiliaire et un verbe. Ok, bon bah j'ouvre une parenthèse et on va revoir ça parce que de toute façon, on en aura besoin pour tous les cours. Donc, un verbe, plus précisément ce qu'on appelle un verbe lexical ou un verbe normal si vous voulez. C'est un mot qui exprime quelque chose. En général, une action. Play, think, perform, ou un état, quelque chose que le sujet est. Voilà, donc un verbe lexical, un verbe normal, ça a un sens, ça a une définition. Vous ouvrez votre dictionnaire et on vous explique ce que ça veut dire play, think, eat, travel, become, etc., etc. Un auxiliaire, on appelle ça parfois un verbe auxiliaire, mais pour éviter les confusions, je dirais presque toujours simplement un auxiliaire. Un auxiliaire, donc, c'est ce qu'on appelle un mot-outil, un mot vide de sens, ou presque, qui sert juste à construire des phrases. Alors pourquoi est-ce qu'on confond verbe et auxiliaire? Parce qu'en anglais, comme en français d'ailleurs, comme dans d'autres langues, les auxiliaires, à l'origine, c'était des verbes normaux qui sont devenus des auxiliaires, tout en restant en parallèle des verbes. Je m'explique. En français, on a 2 auxiliaires, avoir et être. Mais être et avoir, c'est aussi des verbes. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? C'est le contexte. Un exemple, toujours en français. Quand vous dites Elisabeth est gentille. Être, ici, ça signifie bien quelque chose. Elisabeth possède une qualité, la gentillesse. Être, c'est donc un verbe ici. Ça a un sens. Par contre, quand vous dites Elisabeth est allée au travail, être, ici, ça n'a pas de sens réel. Ce qui a du sens, c'est le verbe aller. Être, ici, c'est juste un mot-outil pour créer un temps. En l'occurrence, le passé composé, en français. Un autre exemple, j'ai une PlayStation 5. Dans ce cas, avoir, ça a un sens. C'est la possession. Je pourrais dire je possède une PlayStation 5. Par contre, si je dis j'ai marché pendant des heures, comprenez bien ici que c'est le verbe marcher qui porte le sens. Ici, avoir, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire posséder, ça n'a pas de sens. Ça sert juste à créer la phrase. C'est un mot-outil, c'est un auxiliaire. Donc voilà, on doit toujours faire la différence entre verbe et auxiliaire. En français, on a 2 auxiliaires, être et avoir. En anglais, on a 3 auxiliaires, be, have et do. Alors oui, ça peut être aussi des verbes be, have et do. Mais bon voilà, en l'occurrence, c'est aussi des auxiliaires, des mots-outils qui servent à créer des phrases. Donc je ferme la parenthèse et je reviens à ce que je disais. On ne peut mettre la négation, en général, attention, il y a des exceptions, blabla, on ne peut mettre la négation que sur un auxiliaire. Et si on veut créer la forme négative du présent simple, il faut forcément mettre l'auxiliaire do. C'est comme ça, c'est celui-là. Suivi de la négation not. On récapitule. I begin, you begin, she begins, we begin, you begin, they begin. I don't begin, you don't begin, she doesn't begin, we don't begin, you don't begin, they don't begin. Et on n'oublie pas le S à la 3e personne. Voilà, Bon, merci. On remarque qu'il y a une forme contractée, plus facile à prononcer à l'oral que do not. Do not devient don't et does not devient doesn't. Et c'est là qu'on met l'apostrophe parce que cet apostrophe remplace le O de not. On est d'accord, c'est la base. Tout le monde ou presque le savait. Enfin bon, j'espère, mais si vous ne saviez pas, tant mieux. De toute façon, j'ai promis de tout réviser avec vous, donc on révise tout. Reste plus qu'à faire la forme interrogative. On pose la question, toujours avec begin, puisque j'ai commencé avec ça. On veut dire, est-ce que je commence? Et bien là, c'est pareil. On est obligé d'utiliser un auxiliaire et de l'inverser avec le sujet. On garde le même auxiliaire, pas besoin d'en changer. C'est toujours do au présent simple. On inverse avec le sujet. Ça donne do I begin, do you begin, does he begin, etc., etc., etc. Et du coup, on peut pas dire begin I. Bah non, on peut pas dire cette horreur. On doit dire do I begin. Mais vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on peut dire am I ou alors have I ou alors do I? Et ma réponse serait, je crois que vous pouvez deviner. Je vous donne 5 secondes. Bah oui, voilà, parce que c'est des auxiliaires. Seuls les auxiliaires peuvent être inversés avec le sujet pour faire une question. D'où le fait qu'on dise bien do I begin et pas l'autre horreur que j'ai pu prononcer tout à l'heure. Ouf, ça y est, maintenant on sait construire le présent simple aux 3 formes affirmatives, négatives et interrogatives. Maintenant, on reste plus qu'à savoir à quoi ça sert. Alors vous allez me dire, le présent simple, ça sert à parler de choses au présent. J'ai envie de vous répondre non!
c'est un peu plus fin que ça. La liste est la suivante. Le présent simple s'utilise pour, premièrement, énoncer des vérités générales, genre fire burns. Le feu, oui, c'est une vérité générale, ça brûle. Voilà. The earth is round. Oui, la Terre est ronde. C'est une vérité générale. Liquid mercury freezes at -39 degrees Celsius. C'est une vérité générale, une propriété physique même. Dans le même ordre d'esprit, le présent simple est utilisé pour décrire un fait habituel, une propriété, quelque chose qui arrive régulièrement. We go to Soliespont every year. Tous les ans, on va à Soliespont. Voilà, c'est une vérité générale, c'est un fait habituel. Michael sucks at Rocket League. Michael est mauvais à Rocket League. She lives on Mars. Elle vit sur Mars. Pourquoi pas, c'est là où elle vit. My teacher is awesome. Mon prof est génial, c'est comme ça. On peut l'utiliser aussi pour donner des instructions. To go to the University of Toulon, you go past Decathlon and Boulanger, then you turn right. C'est une instruction au présent simple. On peut aussi l'utiliser pour raconter des événements successifs. Mbappé passes the ball to the English teacher who shoots and misses because he's just a stupid English teacher. Je viens de vous raconter une petite histoire. On peut aussi l'utiliser dans des énoncés performatifs. Là, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vous mets la définition de ce qu'est un énoncé performatif. Par exemple, I pronounce you husband and wife. Le fait de le dire, ça scelle le mariage, si vous voulez. Quand vous dites I swear, c'est un énoncé performatif. Le fait de le dire, c'est ça la promesse. Bref, je m'attarde pas là-dessus. C'est pas un cours sur les énoncés performatifs. Le présent simple peut aussi renvoyer à un futur proche. Par exemple, vous pouvez dire The train leaves at 5:35. Autre sens, il peut renvoyer parfois au passé. C'est plutôt rare, mais on peut par exemple le trouver pour résumer des livres ou des pièces de théâtre, etc. Mais bon, normalement, le temps de la narration au passé, c'est bien le prétérit. Donc voilà, ça c'est le détail. En gros, si vous voulez retenir l'essentiel, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous enseigne au collège, le présent simple, c'est surtout pour des vérités générales et pas pour parler de ce qui se déroule en ce moment. Ça sera plutôt le présent B plus ING. Le présent B plus ING, le présent B plus ING, le présent B plus ING. Si vous avez eu des professeurs un peu mûrs, un peu d'âge mûr, je veux dire encore plus que moi, ils vous ont peut-être parlé du présent progressif. On va oublier. On va plutôt parler de présent B plus ING, à la rigueur de présent continu. Mais l'avantage de dire présent B plus ING, c'est qu'on se rappelle que c'est constitué avec B et ING. Plus précisément, on utilise l'auxiliaire be, le mot outil non porteur de sens be, et qu'il faut rajouter ing au verbe. À la forme affirmative, ça donne, pour un verbe au hasard, I am juggling, you are juggling, she is juggling, we are juggling, you are juggling, they are juggling. Parce que oui, je pars du principe que vous savez décliner l'auxiliaire être au présent. I am, you are, he is, we are, you are, they are. Ça va, ça passe. C'est le seul verbe / auxiliaire en anglais qui soit irrégulier à ce point, donc on l'apprend par cœur. Programme de CM2 6e, je précise. Bref, je recommence, I am juggling, etc., etc. Ça, c'est la forme affirmative. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la forme négative? Est-ce que, par exemple, on rajoute l'auxiliaire do et not? Ben non, parce qu'on n'a pas besoin de rajouter un auxiliaire, vu qu'il y en a déjà un. Be plus ing. C'est suffisamment clair, je crois. Donc c'est pas do plus ing, c'est pas have plus ing, c'est be plus ing. 3 auxiliaires, be, have, do. Là, on a be, donc on le laisse. Et on met juste not derrière. Donc à la forme négative, ça donne I am not juggling, you are not, etc., etc. Je vais pas tout répéter. On remarque que la forme négative aren't se prononce en une syllabe. On dit pas aren't. Alors ça dépend de votre accent. Si vous voulez viser un accent britannique, vous direz quelque chose du style aren't. J'ai pas l'accent britannique, mais c'est à peu près comme ça. Si vous visez plutôt l'accent américain, ce sera aren't. C'est à vous de choisir. En tout cas, c'est pas aren't. Une syllabe, ça suffit. Et du coup, à la forme interrogative, on inverse am I juggling, are you juggling, etc., etc. On pourrait même rajouter la forme interronégative. On pose la question sur la négation de la phrase. Am I not juggling? Ne suis-je pas en train de jongler? Voilà, bon, vous avez compris le truc, je crois. Contrairement au présent simple, qui parle plutôt de vérité générale, le présent B plus ing est plus proche du présent présent. Plus précisément, on emploie surtout be plus ing pour parler d'une action en cours qui est dans son déroulement, en train de se dérouler. I am teaching you an English lesson. Là, en ce moment, je suis en train de vous enseigner l'anglais. Si je disais I teach English, je parle de en général, j'enseigne l'anglais, c'est mon boulot. Il y a des moments dans la vie où je fais pas ça, mais en général, I teach English. Quand je dis I am teaching English, ça veut dire que c'est en cours. L'action est vue dans son déroulement, elle est en train de se passer et elle n'est pas achevée.
On vous dit souvent de traduire par en train de. Bah là, c'est vrai. Je suis en train de vous donner un cours d'anglais. D'autres exemples, Suzanne is currently playing basketball. C'est pas une généralité. Là, c'est la réponse à, je sais pas, where is Suzanne? She is playing basketball right now. Par exemple. Je précise que cet emploi est particulièrement compatible avec les verbes de position style sit, stand ou lie. Jake is sitting on the roof of my car. Raymond is standing outside. Charles is lying on the floor. Donc ça, c'est le premier sens, celui qu'on vous apprend à l'école et au collège et au lycée. Celui à retenir en priorité. Deuxième utilisation, c'est ce qu'on appelle la valeur modale. Alors, je définirai plus précisément le mot modal et modalité dans une autre vidéo. Là, je vous donne juste l'idée générale. L'idée générale, c'est qu'on émet un jugement. On fait un commentaire sur ce qu'on raconte. Exemple. You're smoking again, you moron. Je constate que tu t'es remis à fumer et du coup, je t'insulte. Autre exemple, I am hating her more than ever. C'est beaucoup plus violent que simplement I hate her more than ever. Et du coup, vous comprenez mieux le slogan de McDo. On émet un jugement sur ce qu'on dit soi-même. I'm loving it. J'adore ça et je le sais. McDo, j'adore ça. Si vous dites simplement I love it, ça veut dire juste j'aime ça. Autre exemple, he is always making stupid jokes. Un présent simple, ça aurait bien fonctionné, mais ça aurait été plus neutre. Il fait toujours des blagues débiles, c'est un fait. Quand je dis he is always making stupid jokes, je sous-entends que je n'aime pas ça, je n'aime pas ces blagues, donc je fais un commentaire sur ce que je raconte. C'est ça la valeur modale. Autre type de valeur modale, l'atténuation. I am hoping to pass my exam. C'est un peu plus doux, un peu moins péremptoire si vous voulez, que simplement I hope to pass my exam. Voilà, ça c'est la valeur modale. On émet un jugement, on rajoute un commentaire sur ce qu'on raconte. Alors il y a d'autres valeurs modales de be plus ing comme la valeur prospective, une forme de futur. She's meeting Rosa tonight. On va la rencontrer ce soir. On peut utiliser donc le présent be plus ing pour parler d'un futur proche. La valeur de reprise. Are you saying I'm stupid? On fait allusion à ce qui vient d'être dit et on commente. On appelle ça aussi la valeur anaphorique pour ceux qui aiment la linguistique et les termes un peu exotiques. Je pourrais aussi ajouter que le présent be plus ing s'emploie fréquemment dans les subordonnés avec when pour des situations qui se répètent. Par exemple, Ben is a good guy when he's not doing drugs. Voilà, mais bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui, donc vous n'allez pas retenir ça. Si, vous allez retenir tout ça, parce que vous êtes suffisamment motivé et parce que c'est suffisamment simple. Voilà, vous savez toute la différence entre le présent simple et le présent be plus ing, vous savez comment les construire. Alors j'en entends déjà qui disent « Mais pourquoi c'est si compliqué? Ils peuvent pas avoir un seul présent comme en français ?» Alors déjà, si vous voulez, on compare la complexité de la grammaire anglaise et de la grammaire française et on rigole ensemble. Deuxièmement, c'est aussi ça qui est intéressant quand on apprend une langue. On voit une manière différente de penser et d'envisager le monde, de découper nos actions, notre manière d'être. Et ça me rappelle une de mes citations préférées qu'on attribue généralement à Charlemagne. Bon, je sais pas si c'est vraiment lui qui a dit ça. Avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. Je vous laisse là-dessus. See you next time. Bye bye.